à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR en ce lundi 5 août 2024. Je suis avec Maxime ce matin. Maxime, j'espère que tu as passé un meilleur week-end que l'équipe de France masculine, avec les quelques petites tensions, les résultats décevants. Est-ce que toi, tu as mieux vécu le truc? Surtout que je crois que tu as été un peu t'as été auprès de l'action, au cœur de tout ce qui s'est passé avec l'équipe de France, si je dis pas de bêtises. Ouais, salut Chai, salut à tous. Écoute, week-end contrasté, qui a mal démarré vendredi. Mais bon, on a vécu plein de choses comme d'habitude. Ouais, j'ai pu être un peu auprès de l'action. J'ai pu me rendre au Pôle France samedi. J'ai eu la chance d'être auprès des joueurs, des coachs, quand il y a eu les annonces qui ont été faites Mm. par Vincent, notamment Collet, la réaction d'Evan Fournier, enfin bref, tout le buzz qu'il y a eu autour de ces déclarations. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à en tirer. On pourra en reparler un petit peu après. Mm. Mais écoute, week-end intéressant. On a vu pas mal de choses. Maintenant, on connaît en plus les tableaux pour la Ouais, suite du tournoi. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir se mettre à fond là-dedans. absolument. Et donc l'équipe de France qui a perdu contre l'Allemagne très très largement, 85-71. Bon voilà, tout le monde a depuis vu et digéré probablement le match. Après, s'il y a quelque chose que tu dois retenir de ça, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier auquel, parce que voilà, on avait analysé pas mal cette affiche. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, qui t'ont un peu En étonné par fait, rapport à ce à quoi tu t'attendais? ouais, écoute, le truc, c'est qu'on essaie toujours de sortir du positif pour essayer de capitaliser Mm. en vue des matchs suivants. C'est la question que j'ai posée à Vincent Collet en conférence de presse, justement. Et la seule chose, je crois, qu'il a retenue, c'était de se dire, il y a eu une réaction en fin de match. Mm. Voilà. Il s'est empressé de nous dire que les joueurs avaient réagi et qu'ils avaient montré du caractère. C'est quand même bien maigre, parce que quand on Mm. regarde un petit peu le contenu du match, effectivement, à part les pertes de balles, je crois qu'on perd que 11 ballons vendredi, ce qui est assez exceptionnel pour nous. Ça peut être effectivement un bon point à poursuivre. Ça veut dire qu'on n'a pas trop subi la pression allemande. C'est surtout en attaque où on a eu énormément de mal à marquer des paniers. Bon, mais non, les motifs de satisfaction, moi, j'en vois pas vraiment. Et puis, je commence maintenant vraiment à perdre espoir par rapport à ce match-là. Autant face à l'Allemagne, j'avais l'impression qu'on aurait pu jouer vraiment relâché, sans pression, en sachant Mm. qu'on était qualifié. Et au final, on se fait marcher dessus. Et moi, ce qui me choque le plus dans ce match-là, moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est qu'on savait que Dennis Schroeder, c'était la menace principale. On savait que Franz Wagner, c'était l'autre menace principale. Mm. Il y en a deux. Et ben, les deux, ils finissent avec 52 points cumulés, 26 points chacun. Et ils nous ont marché dessus, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont humiliés. Enfin, c'était presque risible. Et c'est triste parce que on a vraiment le sentiment que le plan de jeu, ça devait être celui-là. On a normalement une équipe qui est armée pour défendre sur des garçons comme ceux-là. Mm. Et on n'a pas du tout été capable de le faire. Et ça, c'est vraiment. Non, mais ils se sont Ouais, c'est promenés. hyper préoccupant. Ouais. Les, En vue du Canada, c'est très Ouais. préoccupant. Les deux se sont promenés, c'est-à-dire enfin, Schroeder, il avait le sourire carnassier, c'était un match amical pour lui, t'avais l'impression qu'il jouait à la Ouais. cool, qu'il a tout rentré. Ah Il ouais. fait un très très gros match et Wagner, il nous colle des posters sur la tronche, il rentre tout. Enfin, c'est une super performance de leur part, hein. D'ailleurs, les deux ont vraiment fait un super match. Mais et Ah ouais, complètement. Hein. en substance, c'est ce que disait Evan en fait. C'est-à-dire que si on met de côté le ton qui peut sembler un peu accusateur, il a dit c'est techniquement pas normal que leurs deux meilleurs joueurs soient aussi libres de faire ce qu'ils ont envie de faire et ça fait la différence. Forcément, Ouais, ouais, moi aussi forcément j'ai été déçu. Toujours ce côté, cette identité défensive qu'on continue de rechercher. Le tout début de match est très correct, vraiment le tout ça début. démarre bien. Ouais, Juste complètement. franchement, c'est pour ça qu'après c'était un peu la débandade, c'est que Ouais. ça a bien commencé. Tu dis bon, ils sont dans le ton, ils ont de quoi répondre, c'est cool. Et puis après non, ça a été terrible. La pluie de panier à 3 points encore une fois. Enfin, Ouais. c'était assez désespérant quoi. Ils nous font mal parce qu'en fait, donc il y a 16-16, et c'est après que l'Allemagne se Ouais. détache et fait son run et qu'on n'existe plus. Mais là où ils sont en plus en veine, c'est qu'ils sont très adroits derrière l'arc. Donc Mm. Franz Wagner, il met pas un panier à 3 points du tournoi jusque-là. Ouais. Dennis Schroeder, c'est un peu pareil, il est très maladroit derrière l'arc. Et là, il se libère. Et après, c'est toujours pareil, les grosses équipes, quand on les met en confiance, Mm. derrière, elles déroulent. Et c'est exactement ce qu'on a proposé à l'Allemagne, c'est qu'on les a mis en confiance, et derrière, elles ont pu pratiquer le meilleur basket possible. Et on a été complètement Et dépassés. Donc, défensivement, je les ai trouvés impressionnants aussi. Enfin, la mobilité, le fait. Enfin, là, pour le coup, c'était une défense collective. Ils n'ont pas un stopper incroyable qui va se mettre sur la star adverse. Ils ont tous été collectivement très agressifs, très mobiles. C'est un ouais, peu ce que complètement. j'aurais aimé voir de l'équipe de France sur cette campagne. Après, c'était peut-être beaucoup demandé, mais je les ai trouvés vraiment impressionnants, les Allemands. Et bon, Ouais, impressionnant. Et ils sont quand même montés très haut en défense. Et ils ont ouais. énormément gêné dans le dos de Colo, qui a été Mm. hyper perturbé sur ce match-là, qui n'a pas pu Ouais. jouer en fait au final, parce qu'ils l'ont pris quasiment jusqu'à la ligne médiane. Et dans le défi physique, il a eu énormément de mal en fait à passer ce premier cran-là et après derrière organiser le jeu. Et on en a beaucoup pâti, je pense. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils avaient été quand même
impressionnant sur cette capacité à venir essayer de nous repousser. Et puis, toujours pareil, hein, dans l'exécution, alors je ne vais pas revenir dessus parce qu'on se répète de match en match, mais de voir toujours Rudy Gobert à 8 mètres avec le ballon, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. En fait. C'est terrible. En plus, plusieurs fois, il s'est permis de partir un peu à l'aventure en essayant de claquer un dribble ou deux, puis ça finit. Mais c'est ça, tu sais. Perdu en antisportif de Colo, enfin, c'était une catastrophe. En termes d'impact, c'était ultra négatif. Et je ne comprends pas qu'on fasse pas ces ajustements-là. Et encore une fois, on peut parler du 5 majeur. C'était le même 5 majeur. Alors, l'histoire donne plutôt raison à Vincent Collet. On fait un bon début de match. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on ne progresse pas et on ne change rien, en fait. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas quand tu gagnes. Mais quand c'est laborieux à ce point et qu'on perd les matchs, je ne comprends pas. Mais tu sais ce qui est révélateur, c'est que alors nous on peut se dire bon on a le nez dans l'équipe de France tout le temps, tous les ans, enfin dans chaque compète, donc parfois c'est difficile d'être objectif, il y a de l'affect et machin. Mais quand tu lis un peu les journalistes étrangers américains et pas que qui parlent de l'équipe de France, ils sont un peu choqués du niveau de cette exécution, du fait que offensivement à la création pour eux c'est faible. J'ai vu des trucs assez fort, genre je sais plus qui disait, c'est la pire attaque que j'ai vue depuis 10 ans dans des compétitions internationales. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est sclérosé pour finir par un tir qui est jamais désiré. Tu vois, t'as l'impression que c'est pas et pourtant Vincent Collet c'est quand même un bon coach de basket. Tu vois, t'as l'impression que ça. Donc oui, même le regard extérieur il pique un peu. Moi je veux dire tu vois, parfois on est très sévère avec notre propre équipe nationale, avec les clubs qu'on supporte, on est toujours plus sévère. Donc on se dit peut-être qu'on est trop sévère. Là, si même de l'extérieur ça se voit, c'est un peu compliqué. Puis après il y a eu cette espèce de prise de bec en passif-agressif entre Evan et Vincent Collet. Du coup, t'en as pensé quoi déjà sur l'instant, parce que t'étais quand même présent sur le truc. Qu'est-ce que t'en as pensé quoi de tout ça? Ouais, je vais t'en toucher 2 mots, mais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport aux critiques. On voit que LeBron est plus diplomate. Hein. Tu as vu ce qu'il a dit sur le jeu des Bleus. Il a dit « Je suis pas impressionné ». Ouais. C'est une manière très élégante de dire que c'était pas terrible. Ouais. Mais on le connaît, le LeBron. En fait, la polémique, elle est née en conf de presse après le match. C'est Evan Fournier qui s'est exprimé. Je pense que c'est un garçon qui est frustré par cette campagne-là. Je pense qu'il il a à cœur de bien jouer à titre personnel. Il a à cœur de gagner aussi. On sait qu'il est sans contrat en ce moment, donc il y a aussi peut-être ça qui joue, qui peut aussi lui occuper un petit peu l'esprit. Ce qui est dommage, c'est que ces trucs-là, tu les gardes dans le vestiaire, t'en parles entre quatre yeux. Ils ont 1000 fois l'occasion de se voir, que ce soit le matin au petit-déj, que ce soit à l'hôtel, que ce soit au practice, que ce soit... Enfin bref, ils se voient toute la journée, donc ça t'en parle. Tu viens en one-to-one, tu te dis les choses et t'en discutes même, et ça peut être constructif. Mais dit comme ça, c'est clair que c'est pas approprié. Donc je peux comprendre les mots de Vincent Collet qui a dit que c'était inacceptable, c'est ce qu'il s'empressait de dire en conférence de presse. On peut comprendre sa réaction, mais c'est malheureux dans le contexte qui est celui-là. On est en train de se préparer pour l'écart, on a énormément à jouer, et on a cette polémique qui, mine de rien, doit quand même un petit peu être clivante au sein du groupe. Enfin, je veux dire, je pense que c'est toujours pareil, il y a toujours ceux qui vont prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Alors, Nicolas Batum s'est empressé de défendre Vincent Collet. Nico, c'est le capitaine, il était sur l'estrade avec Vincent lors de la conf. Ouais. Et il a acquiescé, il était d'accord avec les propos de Vincent. Donc, à quel point ça aussi, ça peut venir mettre un petit peu d'eau dans le gaz, je sais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'abord eu Vincent et Nico sur scène pour une petite conf d'une dizaine de minutes. Et derrière, on a eu les joueurs en poule, donc les uns après les autres pendant 3 minutes. Et c'est là où on a rapporté les propos de Vincent Collet à Evan Fournier, et il a réagi par rapport à ça. Donc on a bien vu que son intention, c'était pas forcément en tout cas c'est ce qu'il a dit, voilà, de créer un peu la zizanie ou la discorde au sein du groupe. Il a essayé plutôt de faire profil bas et de se montrer un peu constructif dans le discours. Enfin, vous avez sûrement vu les déclarations. Et la petite anecdote, c'est quand ils sont sortis tous du Club France, à la Halle de la Villette, on a vu Vincent et Evan en grande discussion, en fait. Donc ils sont sortis, voilà, tous les deux à discuter, à échanger. Ils sont restés devant un petit moment à échanger, à continuer de discuter. Bon, ça c'est plutôt ça. On peut se dire que voilà, au moins c'était une manière de crever l'abcès et d'avancer à partir de là. Mais c'est fou qu'ils aient attendu ce moment-là pour parler, en fait, parce que théoriquement, comme tu le dis, ils se voient, ils sont à peu près dans la même zone toute la journée. Ils ont pris le bus ensemble le matin. C'est fou qu'il y ait cette difficulté de communication, parce que moi je vais te dire, c'est-à-dire que les propos en eux-mêmes, ils m'ont pas choqué. J'ai trouvé l'analyse extrêmement juste. Sauf que c'est Evan et qu'on sait que ce qu'on aime bien avec lui aussi, c'est ce côté spontané, et que c'est un bon client parce qu'il va pas faire de la langue de bois. Et quand j'ai écouté ou lu ses propos, je me suis pas dit tout de suite il cible Vincent Collet, il dit que Vincent Collet c'est un nulard, tu vois. Je me suis dit alors c'est effectivement des points qui auraient pu être abordés en privé, mais le fond reste vrai, et c'est plutôt sur le coup la réaction de Vincent Collet qui m'a un peu inquiété,
parce qu'il a tout de suite pris ça très à cœur, très vexé, en disant, tu vois, dire c'est inacceptable. Moi, à la place de Vincent Collet, j'aurais dit... on va en parler entre nous, effectivement, on va discuter parce que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire l'analyse tactique, mais on va en discuter. Là, c'était vraiment, tu vois, il était outré, il était blessé dans sa chair, et c'est un peu ça, là, c'est cette réaction-là qui montre une déconnexion. Alors que si tu dis, non, mais vous inquiétez pas, on va en parler, Evan, je partage pas son analyse, mais on va en discuter, c'est des trucs de communication qui montrent qu'il y a un peu de friture sur la ligne quand même. C'est pas un énorme bif, je veux dire, ils vont pas. La preuve, c'est que tu l'as très bien raconté, on les a vus discuter ensemble, ça avait pas l'air particulièrement tendu, mais et tu vois, et même dans ce qu'a dit Vincent derrière, vous verrez déjà dans la composition d'équipe du prochain match. Enfin, ça fait un peu, voilà. Moi, c'est plus ça que j'ai pas trop apprécié, quoi. Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi. Il aurait même dû dire qu'ils en avaient parlé, en fait, quitte à mentir. Ouais. Voilà, t'éteins le feu, tu dis bah oui, on en a parlé avec Evan, on a une divergence de vue, mais voilà, on essaie de s'accorder, on est des gagnants tous les deux. Enfin, il y a mille choses à dire pour essayer de gérer la com de ce point de vue-là, et ça n'a pas été bien géré. Le problème sur cette déclaration d'Evan, c'est qu'il désapprouve, en fait. Il désapprouve finalement les choix du staff. Bah oui. Et quand tu le fais de manière publique comme ça, tu sais que tu jettes un pavé dans la mare. En plus, en disant on n'est plus dans les années 90-2000. Ouais, ça fait vraiment. C'est un peu violent quand même parce que tu viens un peu pointer du doigt un coaching old school qui est dépassé. Enfin, ça va loin quand même, je trouve, dans ce qu'il peut y avoir derrière de sous-entendu en fait. Donc, ouais, je pense qu'il a été blessé par cette déclaration. Écoute, on va espérer qu'il passe au-dessus de cette polémique. On va voir. Déjà, bon, effectivement, ça a été. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des petites tensions entre les deux. Sur des compétitions précédentes, pas forcément en compétition, mais avant, on sait qu'il n'y a pas toujours une grande compréhension. Depuis, ça s'est nettement arrangé et Evan c'est devenu un cadre de l'équipe sans aucun souci. T'as raison, on va voir contre le Canada, puisque c'est donc le Canada que les Bleus vont affronter mardi, demain à 18h. Ça rappelle un peu Eli Okobo quand même l'an dernier. Tu vois, ça fait 2 campagnes, 2 couacs. Bon, c'est sûr que quand ça se passe mal, ça génère aussi ce genre d'incident parce qu'il y a énormément de frustration. Donc, quand tu gagnes des matchs, il y a moins de polémique. Mais ça fait quand même 2 fois, donc on peut quand même s'interroger sur le discours. Est-ce que le discours passe bien? Est-ce qu'il passe toujours aussi bien? Est-ce qu'il passe plus? Je pense qu'il ne passe plus aussi bien. De toute façon, je veux dire, c'est pas du tout pour dire Vincent Collet n'est pas un bon coach, etc. Je veux dire, on est d'accord là-dessus. C'est que lui, il y a une usure naturelle en fait. C'est tellement longtemps qu'il est là que c'est très difficile de se renouveler, que son discours passe toujours, même s'il y a des nouvelles personnes autour. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc, parfois, il faut accepter qu'il y a des fins de cycle. La question sera plutôt de savoir après, est-ce qu'il fallait pas que le cycle prenne fin plus tôt? Mais c'est facile à dire sur le coup. Et dans tous les cas, là, je pense vraiment qu'on voit... Enfin, à moins, et je le souhaite vraiment, je touche du bois, que les Bleus sortent le Canada, fassent un parcours, continue avec un parcours incroyable. Sinon, je pense qu'on est vraiment arrivé à une fin de cycle parce que, entre le discours qui passe moins bien, ces genres de petits accrochages comme celui-là, montrent qu'à mon avis, même Vincent Collet, il a besoin de respirer, il a besoin d'autre chose, quoi. Ça fait longtemps, c'est pas... Ouais, c'est clair. On le voit sur le banc, je sais pas ce que tu en as pensé, mais l'attitude sur le banc du coaching staff, me surprend sur les matchs. Ouais. Je les trouve hyper éteints, en fait. Je les trouve éteints et... Je sais pas si c'est parce qu'ils sont à court de solutions, je sais pas si c'est parce qu'ils sont résignés, je sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais on les sent moins, je sais pas, prégnants, présents. Oui, puis il y a une dynamique différente. Dire, par exemple, on ne sait pas quel est l'apport de Kenny Atkinson. Normalement, ça devait être un vrai apport. C'est quand même un solide coach NBA qui a retrouvé un banc là en plus, qui connaît un peu, et la France, il connaît aussi. Et on a du mal à estimer de l'extérieur, encore une fois, quel est son apport, quelle est sa place par rapport. Est-ce que Vincent Collet souhaitait vraiment avoir ce coach-là avec lui? Tu vois, on sait que c'est plutôt Boris qui a œuvré dans ce sens-là. Il y a plein de choses, mais qui se décrypteront après. J'aime pas faire des autopsies avant l'heure parce que je veux dire, si demain on bat le Canada, on oublie tout ce qui s'est passé. Franchement, ça sera juste un élan incroyable de se dire qu'on a battu une telle équipe et on repart de plus belle. Donc, et puis surtout, on atteint les demi-finales et je pense que on sera largement à notre place en demi-finale. Exactement, ce sera déjà très beau. Donc France-Canada demain 18h. C'est l'un des quarts de finale. Je vais vous lire le tableau. France-Canada, donc, on est dans la même partie de tableau que nos amis allemands qui vont jouer contre la Grèce mardi à 11h, donc demain en début de journée. Donc si la France gagne, il y aura soit rematch contre l'Allemagne, soit affrontement avec la Grèce. Dans l'autre partie de tableau, Australie-Serbie à 14h30. Très intéressant. D'ailleurs, il y a la même affiche chez les filles, d'ailleurs. On en reparlera rapidement après. Ouais. Et Team USA qui va pouvoir tranquillement continuer son petit bonhomme de chemin demain soir 21h contre le Brésil. Bon, ce sera pas le match le plus compliqué. Voilà, c'est ça. Le parcours, la voie semble tout tracé. Mais rapidement, peut-être que de toute façon, demain, je pense qu'on en parlera plus amplement. Mais est-ce que tu disais en tout début de podcast que tu avais plus peu d'espoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait dire, bon, il y a quand même moyen contre le Canada, tu vois. Alors que c'est une équipe invaincue. Le Canada est une équipe invaincue. Hein.
Bon, le truc de la France, c'est on peut perdre contre un peu n'importe qui. On peut se souvenir du Liban il y a longtemps. Là, Ouais. on a frôlé la catastrophe face au Japon. C'est un match qu'on aurait dû perdre. Et en même temps, on est capable aussi de matchs très forts. Il faut se rappeler aussi en 2014 contre l'Espagne chez elle, avec une équipe de France diminuée, sans Tony Parker notamment. Ouais. On fait cet exploit-là. Donc, tout est possible. Tout peut arriver de ce point de vue-là. Mais très honnêtement, je suis quand même assez pessimiste sur l'issue de ce match-là. En fait, le Canada qu'on joue, je pense que c'est un cran au-dessus par rapport à l'Allemagne sur tous les extérieurs qui nous ont fait la misère vendredi soir. Ça laisse rien augurer de bon. Il y a une puissance, il y a une puissance sur les lignes extérieures, il y a une pression défensive, il y a une agressivité, et puis il y a un maître à jouer qui est exceptionnel. Si on n'arrive pas à freiner un tant soit peu Dennis Schroeder, je vois pas ce qu'on va pouvoir faire contre Shai. Ouais. Mais je ne demande qu'à être voilà, mis en faux. Donc on verra ce qui se passe demain à 18h. Peut-être le secteur intérieur. Le secteur intérieur un tout petit Ouais, peu c'est moins. ça, Mais bon, les Allemands sur le papier n'ont pas le secteur intérieur le plus dominant. C'est des très très bons joueurs européens. Thijs et Voigtman, c'est des très très bons joueurs. Et d'ailleurs, ils nous ont fait super mal les deux. Mais oui, non, je suis d'accord. Je veux dire, je partage. Et Bonga. Oui, Isaac Bonga qui nous fout un tir au buzzer dans le coin à la fin du premier quart-temps qui casse bien le moral. Clair. Ouais, je suis. Ouais, faut espérer qu'ils sortent un petit peu de leur boîte parce qu'on les a pas vus flamboyants les intérieurs contre C'est ça. l'Allemagne. Donc, Ça devait être notre point fort. Ça devait être notre point fort. Et espérons un petit miracle contre le Canada. Je serai sur place. Je serai au match. Peut-être que. Écoute, moi je vais jamais voir les matchs internationaux. Peut-être que là, ils se disent bon, pour une fois qu'il vient, on va peut-être faire quelque chose. Tu vois. Voilà pour les garçons. Donc on suivra ça demain à 18h. On peut parler des filles qui jouaient hier soir, qui étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale et qui se sont inclinées pour la première fois du tournoi contre l'Australie, qui elle jouait sa vie, carrément jouait sa place en quart de finale. Voilà. Et donc les Bleus sont inclinés 79-72 après un troisième quart-temps catastrophique où il n'y a plus rien qui rentrait et où c'était porte ouverte en défense. Donc c'est le premier vrai accro depuis le début de ce tournoi olympique. Ça ne change pas la qualification au prochain tour. La France qui d'ailleurs jouera l'Allemagne encore cette fois-ci du côté des filles. Qu'est-ce que tu as pensé du match des filles hier? Est-ce que après deux très belles premières prestations, est-ce que là contre un adversaire d'un cran supérieur, est-ce que ça a changé ta perception de l'équipe? Écoute, je pense que psychologiquement, déjà, il y avait une espèce de déséquilibre, tu viens de le dire. Je pense que l'Australie jouait sa vie et on voyait bien que les Françaises, elles, étaient déjà qualifiées pour l'écart. Je pense que dans la perception, dans l'approche mentale du match, ça fait déjà une énorme différence et on l'a bien vu, en fait, dès le coup d'envoi du match. Moi, ce que j'ai trouvé un peu gênant dans la prestation des Françaises, c'est qu'elles n'ont pas été capables, un peu à l'instar des Bleus de leurs homologues masculins, c'est qu'elles n'ont pas réussi à stopper, en fait, leur vis-à-vis. Whitcomb s'est régalé, Smith s'est régalé. McBegor s'est régalée elle aussi, donc elles ont super bien shooté, on les a peu contrariées, je crois qu'elles sont à 57%. Ouais, 57, c'est énorme. Ouais, c'est ça, 57, c'est énorme. Donc c'est compliqué d'arrêter une équipe comme celle-là, qui a du talent, et on le sait, comme on savait avant le début du match. Tu peux pas laisser autant de liberté, de terrain d'expression à ces filles-là, parce que tu sais que tu gagnes pas le match. Et c'est ce qu'on n'a pas su faire. Donc voilà, on a mal défendu de ce point de vue-là, on a été passé dans les vis-à-vis. Mal défendu en 1 contre 1. On a moins bien exécuté aussi que contre le Nigeria. Je crois qu'on fait 42% au shoot, on est à 28% à 3 points. Et j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de hero ball, tu vois, quand ça devenait un peu compliqué. Complètement. On s'en remettait un peu à des exploits personnels. Et je ne l'avais pas vu face au Nigeria notamment. J'ai trouvé que c'était plus léché, plus construit pour amener des tirs de meilleure qualité. Et puis sur ce match-là, on n'a pas la petite étincelle Gabby Williams qui n'a pas impacté le match comme elle l'avait fait précédemment. Et puis Marine Johannes passe un petit peu aussi à côté de son sujet. Elle est maladroite, elle fait un sur 7 à 3 points notamment. Elle rayonne moins, elle diffuse moins. Bon, tout ça mis bout à bout, ça faisait un petit peu beaucoup. Il y a la sortie sur blessure de Sarah Michel Bourri qui faisait un excellent match jusque-là. Exactement. Elle était à 10 minutes de temps de jeu. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de cette sortie-là, mais elle a été vraiment impactante pour le coup. Ouais, elle a pris un coup de coude au visage et du coup, elle était partout. De toute façon, je le redis à chaque fois, cette joueuse, c'est un peu. C'est une métronome et puis c'est un peu quand tu regardes un match de basket avec quelqu'un, selon la perception qu'il a de la joueuse qu'elle est, tu sais à peu près quel est son degré de connaissance du basket. Parce que c'est pas une joueuse flashy, c'est pas une joueuse qui va faire des choses, mais voilà, défensivement incroyable, voilà, gros QI basket, c'est la capitaine. Donc t'as raison, elle était vraiment sur une belle dynamique et ça a freiné les Bleus derrière. Je partage ton analyse. Je trouvais que malgré, effectivement, elle a moins rayonné dans le jeu, mais Gabby Williams était encore pour
pour moi la plus impactante sur l'agressivité des deux côtés du terrain, à l'essayer des choses. Et le souci que j'ai avec le fait de faire sortir Marine Johannes du banc, c'est que, alors elle effectivement, elle n'a pas été très en réussite, mais c'est que elle a du mal à se mettre en rythme, et du coup, quand les premiers tirs rentrent pas, et quand les premières passes compliquées ne passent pas, c'est plus difficile. C'est une joueuse comme ça aussi. Et quand elle a le temps de s'installer dans un match et qu'elle est titulaire, voilà, c'est un peu différent. Donc je dis pas que ça va révolutionner, qu'elle va retourner, qu'il faut qu'elle retourne dans le 5 absolument, sinon on n'a aucune chance. Mais voilà, globalement, pareil, l'exécution moins bonne, la défense, voilà, 57%, c'est pas possible. Et elles perdent que de 7 points. Hein, donc contre une équipe qui shoot comme ça, en shootant elle-même à 42, voilà, faut évidemment pas que ça se reproduise, au match suivant. On espère que contre l'Allemagne ça passera, parce que c'est quand même pas du tout cuit. C'est bien d'éviter Team USA tout de suite. C'est même bien, je trouve, de pas jouer tout de suite la Belgique, qui pour moi est supérieure, mais l'Allemagne, attention quoi. Il y a du physique. Elles ont bien embêté Team USA dans le début de match. Elles avaient gagné leurs 2 matchs précédents, dont leur match contre la Belgique. C'est un adversaire redoutable avec une joueuse fantastique, Satou Sabali, j'ai très peur du match que va nous faire Satou Sabali contre l'équipe de France. Mais l'espoir est quand même permis, je trouve. Voilà, il y a de l'espoir. Mais tu sais, il y a aussi, il y a toujours ce genre de stats aussi dans les matchs où on n'est pas forcément au niveau défensivement. C'est Tess Madjen qui sort de sa boîte. Ouais, j'ai jamais fait ça d'habitude. 18 points, alors qu'elle avait claqué 2 points sur chacun des matchs précédents de poule. Donc on a offert les positions, elle fait 4 sur 6 à 3 points. Enfin, elle nous tue. Elle nous tue. C'est vraiment le facteur X qu'on n'avait pas forcément anticipé et qui nous fait un mal incroyable. Moi, j'ai là de la chance. À mon tour, je serai au match mercredi. Très bien, porte leur chance. On va voir ce France-Australie. Bah, j'espère bien. Ouais, leur porter chance. Il y aura une patte de lapin autour du cou. Et donc mercredi, France-Allemagne. À quelle heure t'as l'horaire du coup? Ouais, 18h. 18h. Tableau Voilà, féminin, c'est ça. Ça commence à 11h avec Serbie-Australie. Ouais. Donc comme pour les garçons. 14h30, on a Espagne-Belgique. Ouais, gros match, ça va être beau. Les Belges, il faut le préciser, qu'ils se sont qualifiés, alors pas miraculeusement, mais elles avaient besoin de 27 points, de battre le Japon de 27 points pour être meilleure 3e. Elles ont battu le Japon de 27 points sur le fil, avec un match, franchement, c'est un des plus beaux matchs individuels réalisés par une joueuse, je pense, que j'ai pu voir aux Jeux Olympiques. Emma Messman, 40 dévals, 30 points, 11 rebonds, 5 comptes, 4 passes, enfin... De toute façon, pour moi, c'est 17 au shoot, non, je crois, quelque chose de cet ordre-là. J'ai plus la stat, mais c'est. De toute façon, pour moi, c'est la meilleure joueuse européenne actuelle, une des meilleures joueuses du monde, et c'est peut-être, elle finira comme la meilleure joueuse européenne de tous les temps pour moi. Voilà. Je pense que c'est une joueuse fantastique, et contre l'Espagne, je pense que la Belgique va passer. Hein. L'Espagne, même si elle a gagné ses 3 premiers matchs, je pense que la Belgique va passer. Et du coup, pour revenir sur le tableau. Si la France bat l'Allemagne, ce qu'on souhaite tous, ça peut faire un France-Belgique en demi-finale qui serait incroyable. Super revanche. Voilà, super revanche. Cette fois chez nous. Ouais. Voilà. Et à 18h, donc on a. Ah, pardon, excuse-moi. Non, justement, vas-y, je te laisse reprendre sur les horaires, vas-y. Le 18h, France-Allemagne. Donc là, ça va être chaud brûlant. Donc là, on change. Hein. Donc tout le monde est parti de Lille pour revenir sur Paris. Donc on sera à l'Arena de Bercy. Et en clôture, à 21h30, on aura Nigeria face aux Américaines. Bon, là, je pense que ça va dérouler. Oui, il n'y a pas grand risque. C'est le Nigeria qui est un peu le dindon de la farce, parce qu'elles ont quand même gagné 2 matchs elles aussi, et en faisant 2 petits exploits, parce que c'était pas attendu qu'elles gagnent ces 2 matchs, qui se retrouvent à jouer Team USA, parce qu'elles étaient devancées par les Australiennes, notamment parce qu'elles ont battu l'équipe de France à la fin. Donc bon, ça va être compliqué pour le Nigeria, on va pas se le cacher. Les Américaines sont en démonstration perpétuelle. Elles ont une profondeur incroyable. Donc voilà, sur le tableau, donc pour rappel, Team USA est dans la partie de tableau Team USA jouera contre le vainqueur de Serbie-Australie après, et les Bleus joueront contre le vainqueur, si les Bleus passent, contre le vainqueur de Belgique-Espagne. Un petit mot sur le Nigeria, c'est la première équipe, hommes et filles confondus, à atteindre les quarts de finale. Donc, c'est la première équipe africaine à rejoindre les quarts de finale aux Jeux Olympiques. C'est beau, c'est une belle histoire. Donc c'est une belle histoire, c'est bien. Entre le Soudan du Sud, qui est vraiment passé tout près aussi, qui a livré un super match, on n'en a pas parlé, mais qui a livré un match superbe face à la Serbie. Et il aura vraiment fallu, côté serbe, un très grand match, on va dire, de Bogdan Bogdanovic, parce que Jokic, même s'il a été très bon, a été moins rayonnant. Bogdan Bogdanovic, il est monstrueux, c'est un tueur, il met les paniers qu'il faut. C'est un assassin, assassin silencieux. Et il s'est offert d'ailleurs le record de points en sélection. Donc il a dépassé Milos Teodosic, il devient le meilleur marqueur de la sélection serbe. Donc il coiffe sur le poteau de 2 points Teodosic, et Teodosic qui est juste devant Dejan Bodiroga. Donc voilà, on a le podium, on en avait parlé l'autre jour pour
pour KD, cette fois, on a celui de la Serbie. J'allais dire, il est sympathique le podium, parce que Bodiroga, c'est quel joueur. Un style, mais sympa aussi. Ouais, c'est vrai. Donc oui, petit mot juste très rapide sur le Nigeria, parce que c'est une histoire, les gens ne savent pas forcément, mais elles ont dû composer une équipe avec 3 bouts de ficelle. Il n'y a aucune joueuse. Elles ont essayé de naturaliser des joueuses américaines. Il y avait les sœurs Ogumike notamment qui voulaient rejouer avec le Nigeria, mais qui avaient déjà des sélections avec les États-Unis. Il y a des joueuses actuelles américaines qui en dernière minute sont pas venues, qui pouvaient avoir la nationalité. Donc elles ont composé avec un groupe comme ça, et c'est très très beau de les retrouver à ce stade-là. Voilà. Petit mot sur le 3-3 quand même, parce qu'il y a de belles choses à dire. Malheureusement pas pour les filles, on avait pressenti le coup, on en avait parlé, mais le miracle n'a pas eu lieu. Elles se sont fait éliminer, elles ont terminé tout en bas du classement de la poule unique, et malheureusement elles sont éliminées. Là, on en reparlera plus tard, il y aura introspection à faire parce que le projet était très ambitieux et n'a pas été au bout. Heureusement, pour compenser, il y a les garçons qui, eux, n'étaient pas spécialement attendus au rendez-vous et qu'on retrouve en demi-finale. Les Bleus, les garçons, sont en demi-finale du tournoi. Ils ont éliminé la Serbie, qui est championne du monde en titre, qui est 6 fois championne du monde sur les 8 éditions qu'il y a eu, qui est médaillée de bronze au dernier JO, qui est une super puissance du basket 3-3. Et ce match incroyable hier en quart de finale. À 16 secondes de la fin, les Bleus mènent 20-19. Ils ont la possession. Timothée Vergia, panier primé, explosion de joie dans les tribunes et qualification de l'équipe de France pour les demi-finales. Donc une très très belle performance quoi qu'il arrive, et les Bleus essaieront de se qualifier pour la finale en battant la Lettonie. C'est ce soir à 19h, l'autre demi-finale, Lituanie, Pays-Bas. Ouais, super upset, mais c'était pas leur journée les Serbies, je crois. Non, c'est clair. La Lituanie qui les terrasse pareil en fin de match, et puis la France dans les dernières secondes là aussi. Ouais. Ils ont à chaque fois craqué sur la fin, c'est des matchs où ils étaient bien installés et ils finissent par les perdre. Bon, tant mieux, il faut qu'on ait aussi des réjouissances dans les différents tableaux de basket, donc si c'est pas notre équipe 5-5, qu'on puisse kiffer avec le 3-3. C'est clair, et donc à suivre à 19h, France-Lettonie. Je crois que c'est sur RMC Sport en exclusivité. Il y aura peut-être probablement aussi sur France Télé, mais vous pouvez voir ça. C'est toujours du basket. Les gens découvrent un peu le 3-3 parfois, mais encore une fois, c'est une discipline spectaculaire et qui est courte, donc très intense à suivre. Voilà. Ouais, très intense, avec des règles aussi qui sont très différentes de celles qu'on peut avoir forcément dans le 5-5, notamment par rapport aux fautes, etc. Donc ça demande un petit peu de... Faut s'y habituer un petit peu pour comprendre bien les subtilités de ce genre de match. Mais quand on capte un petit peu tout, c'est plutôt intéressant. Ouais. C'est des formats très courts, comme tu dis, qui vont très vite. Donc non, il faut suivre ça. C'est assez intéressant. Ouais. On se demandera un jour quels seraient les joueurs les plus adaptés en NBA pour faire une équipe de 3-3 imbattable. C'est toujours le sujet un peu pour les gens qui découvrent. Ils se demandent, mais est-ce que si tu mets Kevin Durant, Steph Curry et LeBron James, est-ce que ça finit à 21-0 ? C'est évidemment pas le cas, mais voilà, c'est des questions intéressantes qu'on se posera peut-être un jour sur un podcast ou dans une night session. C'est des petits sujets comme ça qui sont je pense, intéressants. Un petit débat, voilà. On va en rester là pour ce CQFR. Merci, Maxime. Du coup, on espère l'un et l'autre porter chance à l'équipe de France. C'est ça. Demain, on en reparlera demain France-Canada et mercredi France-Allemagne. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée. Continuez de profiter des Jeux Olympiques, de toutes les disciplines. Et voilà, passez une belle journée. Salut à tous. Salut.